Il y avait une place pour tout le monde sauf pour moi. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, tenant un petit cadeau emballé dans les deux mains. La maison sentait la cannelle, le jambon rôti et le pain. Quelqu'un avait pris soin de dresser la table, des bougies allumées, des cartes nominatives écrites en cursive soignée, des verres en cristal captant la lumière douce. Mon nom n'y était pas. En bout de table siégeait mon grand frère, Colin. Toujours aussi large d'épaules. Toujours ce rictus accroché au visage comme s'il y était cousu. Il tranchait le jambon au miel comme s'il possédait l'instant. Peut-être croyait-il que c'était le cas. Lana était à ses côtés, ma cousine. Elle portait l'un des vieux foulards de ma mère, en soie, vert pâle, celui que maman réservait d'habitude pour la messe de la veille de Noël. Lana sirotait son verre de vin comme si elle était chez elle. Comme si elle l'avait toujours été. Je regardais encore autour de moi. Peut-être avais-je raté quelque chose. Peut-être qu'une chaise avait été écartée pour laisser place aux tartes. Mais non. La table était dressée. Complète. Sans moi. Je me tournai vers ma mère, Joyce. Elle était en train de disposer les patates douces dans un plat avec des guimauves, évitant soigneusement mon regard. Quand j'ouvris la bouche pour parler, elle fixa la dinde comme si c'était elle qui venait de lui poser une question. « Je crois que vous avez oublié ma place, » dis-je, d'un ton calme. Colin ne s'interrompit même pas. En mâchant, sans relever les yeux, il répondit d'une voix sèche, posée, comme si ça ne lui coûtait rien. « Elle est dehors. Avec les chiens. » Un silence suffocant suivit. Lana étouffa un petit rire. Un des cousins éloignés se tortilla sur sa chaise. Une fourchette tinta contre une assiette. Mais personne ne dit un mot. Personne ne rit. Personne ne protesta. Je restai là, les joues en feu. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal, qu'il l'ait dit, ou que tout le monde laisse ces mots flotter dans l'air comme une prière que personne ne revendique. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais pu dire quelque chose de fort. Faire une scène. Mais au lieu de cela, j'avançai, posai la petite boîte devant l'assiette de Colin, puis me penchai tout près, assez près pour que seul lui entende. Regarde sous ton assiette. Et je partis. Sans attendre qu'on m'arrête. Sans me retourner. Je sortis simplement dans la nuit de décembre, laissant le froid me rappeler que j'étais encore en vie. Quand j'étais petite, Noël était mon jour préféré au monde. À l'époque, le sapin trônait devant la fenêtre du salon, pas comme une vitrine parfaitement orchestrée, mais un pain légèrement bancal avec des décorations dépareillées qu'on avait accumulées au fil des ans. Colin et moi nous disputions pour savoir à qui revenait le tour de suspendre le renne en verre, celui avec la ramure fêlée. Papa interrompait toujours la dispute en le tenant lui-même et en déclarant. Celui-là, c'est pour la paix. Et la paix ne prend pas parti. C'était notre père, Russell Blake. Il sentait l'huile de moteur et les copeaux de cèdre et avait toujours une tache de graisse sur sa chemise, même à Noël. Mais quand il souriait, la pièce entière semblait retrouver son équilibre. Il me décoiffait en disant « T'es coriace, gamine. Tu nous enterreras tous. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, à l'époque. Je pensais qu'il blaguait. Aujourd'hui, je crois qu'il avait peut-être vu quelque chose, même que moi je ne voyais pas. Colin était différent aussi. On avait déjà construit un fort en neige si haut qu'on ne voyait même pas au-dessus. J'ai glissé sur la glace en essayant de grimper et je me suis éclaté la lèvre et il a pleuré plus fort que moi. Il m'a ramené en criant pour appeler maman, m'a enveloppé dans une couverture et m'a dit « T'as pas le droit de mourir. » Jamais. Cette version de lui, celui qui me donnait le dernier carré de fudge et me laissait monter devant quand on allait chercher du bois, je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas quand il est parti. Et maman. Elle chantait toujours en cuisinant. Sa voix était douce, à peine juste, mais je me souviens comme elle fredonnait douce nuit en épluchant les pommes de terre. Parfois, elle tournoyait sur elle-même dans ses pantoufles, son tablier flottant légèrement, quand elle pensait que personne ne la regardait. Je regardais. Elle s'assurait toujours que ma tasse préférée aux blanches, avec des feuilles de houx délavées, m'attendent sur la table, remplies de chocolat chaud et de trop de guimauve. Je ne l'ai pas vue cette année. Je ne m'y attendais pas. Mais je l'ai quand même remarqué. J'ai remarqué ce qu'était devenue cette maison, ce qu'étaient devenus ceux qui y vivaient. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, étais-je la seule à me souvenir des bons moments? À un moment donné, les rires sont devenus tranchants. La chaleur? Elle s'est refroidie. Et Colin, il a commencé à parler au nom de la famille, comme s'il était le seul à pouvoir l'interpréter. Ma voix est devenue plus discrète. Mon nom apparaissait de moins en moins. Jusqu'au jour où, il n'est plus apparu du tout.
Et pourtant, je continuais de venir. En espérant que ce n'était que le deuil. En espérant que ce n'était que du stress. En espérant ou en priant qu'il me verrait. Mais l'espoir. L'espoir peut devenir aveugle si on le nourrit trop longtemps. Et je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Il n'y a pas eu de grande dispute. Pas de porte claquée. Pas de rupture dramatique. Personne n'a jamais dit, tu ne fais plus partie de la famille. Ils ont juste cessé de m'inclure. Au début, c'était subtil. J'appelais pour prendre des nouvelles de papa à l'époque où sa mémoire commençait à flancher. Quand il oubliait le nom des outils. Ou m'appelait, la fille au téléphone. Colin répondait, toujours jovial. Papa se repose en ce moment. Je lui dirai que tu as appelé. Quelques jours plus tard, je rappelais. Il est dans le brouillard aujourd'hui, c'est pas le meilleur moment. Et puis, petit à petit, je n'ai plus entendu la voix de papa du tout. Juste des nouvelles filtrées par Colin. Toujours enveloppées de sollicitude. Toujours pour protéger quelqu'un. Même maman a fini par s'en remettre à lui. Je lui demandais comment elle tenait le coup, et elle répondait des choses comme « Colin est d'une grande aide. Il sait vraiment comment gérer tout ça. C'est plus simple quand ça passe par lui. » Au début, je ne disais rien. Je me disais qu'ils étaient fatigués. Je me disais que j'étais peut-être trop sensible. À cette époque, je vivais à Austin. Je travaillais de longues heures dans une agence de marketing. J'envoyais de l'argent tous les mois à la maison. J'avais payé une partie des réparations du toit sans qu'on me le demande. Je réservais des vols pour rentrer à chaque grande fête. Et pourtant, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Un Noël, ma vieille chaussette de cheminée avait disparu. Je l'ai retrouvée plus tard, fourrée au fond d'un placard dans le couloir. Et la photo encadrée papa et moi, le jour où il m'avait offert sa vieille boîte à outils. Disparue. Remplacée par une nouvelle photo, Colin et Lana au centre de jardinage. Tenant un plateau de chrysanthèmes comme s'ils venaient de sauver la maison familiale. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire. Je voulais le croire. Vraiment. Puis un dimanche, je me suis connectée sur les réseaux sociaux. Et ils étaient là. Des photos d'un dîner de famille, soi-disant improvisé. Tous autour de la même table que j'aidais à dresser autrefois. En train de rire. Les pieds se frôlant sous les chaises que j'avais poncées avec papa. Personne ne m'avait appelé. Personne n'avait pensé à m'en parler. Quand j'ai demandé à maman, elle a dit. C'était à la dernière minute. Tu habites si loin. On s'est dit que ça ne valait pas la peine de t'embêter. Elle n'a pas entendu comment ces mots sont tombés. Ou peut-être qu'elle les a entendus, et les a laissés tomber quand même. À partir de ce moment-là, le schéma était clair. Les décisions étaient prises sans moi. À propos du traitement de papa. À propos de la maison. À propos des finances. Colin expliquait toujours les choses après coup. Avec ce même ton condescendant. On ne voulait pas te déranger pendant que tu es occupé. C'est plus simple comme ça. Mais plus simple pour qui? Je n'étais pas en colère. Pas encore. Juste, confuse. Désorientée. Comme si quelqu'un avait lentement baissé le volume de ma voix. Jusqu'à ce que je ne puisse plus l'entendre moi-même. Ils ne m'ont jamais dit de partir. Ils ont juste arrêté de me garder une place. La première fois que j'ai réalisé que Lana avait emménagé. C'est elle qui a répondu au téléphone depuis la cuisine de ma mère. J'ai entendu le bruit de la cuillère contre la tasse préférée de maman. Celle avec les cardinaux dessus. Elle a ri de quelque chose en arrière-plan, sans doute Colin. Puis elle a dit. Attends une seconde. Ta mère a les mains dans la pâte à tarte. Ta mère. Ce mot, il est resté lourd dans ma poitrine pendant des jours. Plus tard dans la semaine, j'ai demandé doucement à Joyce. Lana vit chez vous maintenant? Elle a répondu. Elle nous rend service. C'est une vraie bénédiction. Tu sais comment les choses sont. Une bénédiction. La même Lana qui, 3 ans auparavant, avait emprunté les boucles d'oreilles en saphir de maman en prétendant qu'elle pensait qu'elles étaient à elle. Qui avait menti à propos d'un chéquier disparu à Thanksgiving. Qui avait un jour pleuré sur le perron en disant « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que je suis la méchante. » Et maintenant? Maintenant, c'est elle qui mettait la table que je mettais autrefois. Elle portait les foulards que maman enroulait autour de ses épaules les matins de neige. Elle laissait des petits mots écrits à la main sur le frigo. Poulet au four. Emmenez maman à la kiné. Au début,
Je me disais que c'était pratique. Ils avaient besoin de quelqu'un sur place, et je n'étais pas là, du moins pas physiquement. Mais petit à petit, Lana n'était plus laide. Elle devenait celle qui savait où tout se trouvait. Et quand j'appelais pour demander comment s'était passée la visite médicale de papa, c'est Lana qui répondait. Quand j'ai envoyé des fleurs pour l'anniversaire de maman, Lana m'a envoyé un message de remerciement avec une photo de maman tenant le bouquet, debout à ses côtés. La légende disait. Elle les a adorés. Super journée. Je n'étais pas sur la photo. Je ne figurais plus sur aucune photo. J'ai commencé à poser des questions. Les réponses de Colin étaient vagues. Elle est juste là pour rendre service. Ce n'est pas comme si elle prenait ta place. Mais quand je suis venue pour la cérémonie en mémoire de papa, c'est Lana qui accueillait les invités à la porte. Elle portait une robe noire simple et soignée. La même que j'avais mise aux funérailles de mon oncle, des années auparavant. Je reconnaissais l'ourlet, la manière dont elle tombait juste au-dessus du genou. Je l'avais laissée dans le placard à l'étage. Ce n'était pas la sienne. Elle se tenait près de la table basse, versant du cidre, racontant des anecdotes sur papa comme si elle l'avait mieux connu que moi. Les gens hochaient la tête. Ils souriaient. Ils la croyaient. Et moi, je restais là, manteau encore sur le dos, main glacée, regardant ma place disparaître morceau par morceau. Plus tard dans la soirée, j'ai essayé d'en parler à maman. Je ne voulais pas l'accuser. Je voulais juste savoir où j'en étais. Elle essaie juste d'aider, ma reine. Tu as toujours été trop sensible. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'ils m'avaient oublié. C'est qu'ils avaient trouvé quelqu'un de plus facile pour me remplacer. 2 mois avant Noël, je suis montée à la maison sans prévenir. Je ne comptais pas entrer. Je pensais juste m'asseoir dans l'allée, regarder l'ancienne balançoire du porche. Et me rappeler qui j'étais, à l'époque où cet endroit semblait encore être à moi. Mais quand je suis arrivée, l'allée était vide. Aucune trace du pick-up de Colin. Pas de Lana à la fenêtre. Aucun mouvement dans la cuisine. Je suis quand même descendue de voiture. Ma clé fonctionnait encore. La maison était plus silencieuse que dans mes souvenirs. Pas de musique. Pas de télé. Juste le bourdonnement du chauffage et le grincement léger des planchers. Ceux qui parlaient encore quand plus personne ne le faisait. Je me suis laissée porter jusqu'au bureau de papa. C'était la seule pièce qu'on n'avait pas réaménagée. Tout le reste de la maison semblait un peu faux. Comme si elle avait été mise en scène pour paraître familière. Mais que quelque chose manquait, derrière le regard. Mais le bureau, son bureau, était intact. Le vieux fauteuil inclinable s'affaissait toujours au milieu. Sa boîte à outils était posée sous l'étagère, la peinture écaillée et rouillée. Une horloge battait doucement près de la fenêtre. Celle avec le cadran poussiéreux et les aiguilles en laiton qui avait toujours 10 minutes de retard. Et puis je l'ai vu. Le petit placard dans le coin. Bois foncé. Poignée en laiton. Je l'avais vu l'ouvrir des dizaines de fois en grandissant, mais je n'avais jamais vraiment prêté attention à ce qu'il y rangeait. Je me suis agenouillée et j'ai tiré. Il a résisté au début, puis a cédé. À l'intérieur, un petit coffre en métal. Ma respiration s'est bloquée. Je me suis souvenue, soudainement. Il y a longtemps, peut-être au lycée. Il avait glissé une minuscule clé dans son livre préféré. Il m'avait dit, juste au cas où. J'ai levé les yeux, fouillé les étagères. Travel with Charlet, de Steinbeck. Reliure usé. Cuir craquelé. La clé y était toujours. Quand le coffre s'est ouvert, je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être de vieux reçus. Peut-être rien. Mais elle était là. Une enveloppe. Papier crème épais. Mon nom inscrit dessus, de sa main. Je me suis assise par terre, les genoux contre la poitrine, et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un testament notarié, daté de 2 semaines avant sa mort. Tous les biens de cette maison, les économies, le terrain à Monument Valley m'étaient légués. Le nom de Colin n'apparaissait nulle part. Celui de Lana non plus. Et derrière le testament, un mot. Plié. Un peu jauni sur les bords. Il disait. Ma reine. Je le vois maintenant. Je ne le voyais pas avant, et je suis désolée. Tu n'as jamais rien demandé. Tu es juste resté. Tu m'as protégé quand personne d'autre ne l'a fait. Cette maison est à toi. Tu l'as méritée. Avec amour. Papa. Je n'ai pas pleuré aux funérailles. J'ai pleuré sur ce sol. Pas pour la maison,
Mais parce qu'à la fin, quelqu'un m'avait vu. Je n'avais prévenu personne que je venais. Je portais un jean sombre et un manteau bleu marine. Rien de dramatique, rien qui crie « Regardez-moi ». J'avais apporté une seule boîte, emballée dans un papier brun simple, attachée avec de la ficelle. C'était la veille de Noël. La maison des Blake avait encore la même guirlande de lumière colorée clignotant de façon irrégulière. La couronne sur la porte était légèrement de travers. Quelqu'un avait remplacé le paillasson. Il disait autrefois, chez soi, c'est là où est papa. Maintenant, il disait, saison joyeuse. J'ai frappé une fois, puis je suis entrée. Personne ne m'a entendu au début. La salle à manger était déjà pleine. Colin était assis en bout de table, Lana à sa droite, sa main posée légèrement sur son bras. Maman était en face d'eux, souriant de cette manière douce et distante qu'elle réservait autrefois aux invités. Ma place n'était pas là. Encore une fois. Cette fois-ci, je n'ai pas bronché. Je me suis avancée, j'ai posé la boîte au centre de la table, et j'ai regardé Colin droit dans les yeux. Il a cligné des paupières. Ma reine, qu'est-ce que tu... Je ne l'ai pas laissé finir. Regarde sous ton assiette, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Il a baissé les yeux, soulevé le dessous d'assiette, et trouvé une clé en laiton ancien, polie par l'usage. La clé du coffre de papa. Les yeux de Colin sont remontés vers moi. D'abord de la confusion, puis un éclair d'autre chose, de la nervosité. Pas encore de la peur. Il n'en savait pas assez pour avoir peur. Joyce s'est levée à moitié de sa chaise, son sourire vacillant. Ma reine, ce n'est pas le moment. Je ne reste pas, ai-je dit. Je voulais juste laisser ça. Lana a tendu la main vers la boîte. C'est un cadeau? Je l'ai regardé alors pour la première fois de la soirée. Je l'ai vraiment regardé. Elle a rougi et a retiré sa main. Je me suis tournée vers la porte. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a demandé de rester. Pas vraiment. Colin soulevait déjà le couvercle de la boîte quand Joyce a demandé « Attends, qu'est-ce que c'est ?» J'étais déjà à mi-chemin des marches du perron quand j'ai entendu les chaises racler, les voix s'élever. Je ne me suis pas arrêtée. La nuit était vive. L'air mordait ma gorge. Je suis retournée à ma voiture, me suis assise sur le siège conducteur, et j'ai laissé le silence s'installer. Ce qu'ils ont trouvé dans cette boîte n'était pas enveloppé de malveillance. C'était enveloppé de vérité. Une copie du testament de papa. Une lettre. Et une petite photo lui et moi, épaule contre épaule, l'été où je l'avais aidé à reconstruire la clôture. Rien de dramatique. Juste, assez. Qu'ils la lisent avec leur propre voix. À leur rythme. Qu'ils s'assoient à cette table, toujours pleine mais avec une chaise désormais visiblement vide. Continuerait-il à prétendre que j'étais juste trop sensible? Que j'avais tout inventé? Et si oui, qui avait laissé cette clé? Ils ont commencé à appeler le lendemain matin. Joyce a été la première. Juste un message vocal. Salut ma chérie, on a lu ce que tu as laissé. Ça nous a pris de court, c'est tout. Il faut qu'on parle. Je pense qu'on a tous besoin de souffler un peu, et peut-être de se retrouver en famille. Aucune excuse. Juste, pris de court. Puis Colin a envoyé un texto. On peut se voir? Il y a beaucoup de choses à discuter. Je pense qu'on s'est tous mal compris. Pas un mot sur le testament. Ni sur la lettre. Ensuite, Lana m'a envoyé un message. Juste un emoji visage triste. Rien d'autre. Pendant une semaine, j'ai laissé les messages s'accumuler. Ils ont essayé d'autres approches, la confusion, la nostalgie, même la culpabilité. Ton père n'aurait pas voulu cette rupture, ma reine. On est toujours ta famille. Ne laissons pas l'amertume gâcher les fêtes. Mais ce n'est pas l'amertume qui avait tout gâché. C'était une gomme. Et la vérité, c'est que je n'étais plus en colère. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas faire un point. Je ne voulais juste plus revenir. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendue. J'ai simplement arrêté de répondre. Je crois que ça les a plus déstabilisés que tout le reste. Un après-midi, Colin s'est présenté à mon bureau sans prévenir. Mon assistante l'a renvoyé. Je ne le lui avais jamais demandé. Elle a simplement dit après. Il n'avait pas l'air d'être quelqu'un que vous aviez envie de voir. Elle avait raison. Quelques jours plus tard, maman a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix était douce. Fragile.
Marraine, a-t-elle dit, je pense qu'on a fait des erreurs. Mais cette famille, elle est toujours à toi aussi. J'ai attendu un moment. Puis j'ai dit. J'ai toujours été là. Vous viviez juste plus facilement sans moi. Elle n'a pas répondu. Pas parce qu'elle n'était pas d'accord. Mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. 3 semaines après Noël, j'ai posté une dernière enveloppe. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, la photo originale de papa et moi. Celle de la clôture. Celle qu'ils avaient discrètement enlevée du couloir, il y a des années. Je n'ai pas mis de mots. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, une voisine m'a envoyé une photo. Je ne lui avais rien demandé. Elle pensait juste que je voudrais savoir. La photo avait été raccrochée. Pas à l'intérieur de la maison des Blake. Pas au-dessus de la cheminée. Pas près de la table à manger. Elle avait été punaisée dans le vieux cabanon derrière le jardin. L'atelier de papa, le seul endroit où personne d'autre n'allait jamais. Elle était là. Légèrement de travers. Accrochée au-dessus de l'établi. Juste une fille et son père, debout côte à côte. Souriant comme si le monde avait du sens. Pas de légende. Pas d'explication. J'ai regardé l'image longtemps. Puis j'ai refermé mon téléphone. Cette maison m'appartient peut-être sur le papier. Mais le vrai héritage n'était ni brique ni bois. C'était ceci, le savoir. Savoir que je n'avais jamais eu besoin qu'ils admettent ce qu'ils avaient fait parce que la vérité existe déjà. Et elle ne disparaît pas juste parce qu'on l'ignore. Je vis toujours à Austin. Je bois encore dans cette tasse de houx que j'ai discrètement reprise après la cérémonie. Elle s'écaille un peu plus chaque hiver. Je la laisse faire. Parfois, les gens me demandent si j'ai fini par me réconcilier avec ma famille. Je leur dis. J'ai toujours fait partie de l'histoire. Ils ont juste écrit autour de moi. Et maintenant? Maintenant, ils n'ont plus le droit de m'effacer. Je n'ai jamais demandé à être vu. Je voulais juste exister. Si toi aussi tu as déjà été effacé mais que tu as choisi de rester vrai laisse juste un petit cœur.